Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Ça fait plaisir de retrouver Monaco près de 3 ans après la première conférence que j'avais pu faire ici, qu'on avait pu organiser avec Frédéric et avec Michel Dotta et avec plusieurs d'entre vous autour de ces sujets d'innovation dans l'immobilier. Et 3 ans, c'est à la fois trop long, puisqu'on n'a pas pu se voir, et en même temps, c'est le bon moment pour pouvoir faire un petit point d'étape sur ce qui s'est passé. Faut bien se dire on est encore au début d'une vague assez importante qui va transformer ce secteur extrêmement important dans nos économies, 20% du PIB pour Monaco, entre 12 et 15% pour la plupart des grands pays développés dans le monde. Et donc on a une transformation très très lourde qui va se passer. Et 3 ans, ça nous permet un peu de se retourner, de regarder en arrière et de voir si on a raconté des bêtises ou si au contraire il y a quand même quelques-unes de ces prédictions qu'on a pu faire à l'époque qui ont un petit peu pris de l'ampleur et pris du corps. Le plus important, c'est de voir que le secteur immobilier, qui a longtemps été caricaturé comme un secteur qui évolue peu, est un secteur qui a été effectivement un peu fermé à l'innovation pour plusieurs raisons. La première, et qui me semble la raison fondamentale, c'est que c'est un secteur où aujourd'hui, il y a une tension entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui veulent acheter des biens, qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent acquérir une résidence principale, qui veulent occuper des espaces de bureaux, qu'il n'y a d'espace disponible. Donc il y a une sorte de goulot d'étranglement au niveau de la surface disponible. Et donc ce goulot d'étranglement fait que, comme il n'y a pas une abondance d'offres et une abondance de production, il n'y a pas un besoin d'innovation. L'innovation n'est pas nécessairement récompensée. Si dans le domaine des télécoms, vous n'innovez pas en permanence, vous allez perdre des clients qui vont aller chez l'opérateur qui propose des forfaits moins chers, des forfaits plus rapides, et ainsi de suite. Dans l'immobilier, c'est moins le cas, puisque de toute façon, les producteurs sont souvent en situation de supériorité par rapport aux consommateurs. Le deuxième point, c'est que les entreprises de l'immobilier, et là je brasse très large, hein, j'embrasse tous les secteurs, tous les sous-segments du secteur, les entreprises de l'immobilier sont des entreprises de petite taille, qui ont parfois des logiques très transactionnelles, qui ne sont pas toujours tournées vers la volonté de construire ou d'investir. Et donc, c'est parfois difficile de se dire que tout d'un coup, il faut réaliser des investissements très conséquents du point de vue du logiciel, qu'il faut former ses collaborateurs pour savoir utiliser ces nouveaux outils. Et tout ça pour des gains ou des résultats dont on n'était pas certain il y a encore quelques années. Et ça, c'est effectivement en train de changer assez rapidement. Ce que je voulais faire un petit peu en introduction, et il y a plein de grands spécialistes et d'experts du secteur qui vont se succéder ce soir, donc je ne vais clairement pas monopoliser la parole et déflorer toutes les thématiques. Ce que je voulais faire, c'est faire un petit point de retour sur le passé, de regarder ce qui s'est passé depuis maintenant, on va dire 3-4 ans, et de voir s'il y a eu vraiment des évolutions transformantes dans les métiers de l'immobilier. Je ne vais pas m'intéresser uniquement au sujet monégasque, je vais essayer de brasser un peu plus large, de regarder au-delà des frontières de la principauté, même au-delà des frontières de la France, pour voir des modèles qui pourraient être intéressants ou qui pourraient avoir transformé des marchés d'autres pays. Ce qu'on a vu depuis maintenant 3-4 ans, c'est que le numérique est en train de prendre une place importante dans le secteur de l'immobilier, dans tous les compartiments. Quand j'étais venu, on avait fait une petite division du secteur immobilier en 4 sous-segments qu'on peut reprendre, qui sont d'un côté le financement de l'immobilier, ensuite tout ce qui a trait à la construction-promotion, ensuite tout ce qui a trait à la gestion de l'actif, gestion technique, mais aussi gestion administrative du bâtiment, et puis dans un 4e temps, tout ce qui a trait à l'occupation, et donc à la façon dont on va occuper, vivre au sein de ces immeubles, de ces différents espaces. Ce qu'on a vu depuis 4 ans, c'est que sur le secteur du financement, il y a des mutations extrêmement fortes qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui en fait débordent du secteur qu'on appelle communément des fintech. Les fintech, c'est ces startups qui ont aujourd'hui révolutionné la façon de consommer des produits bancaires, la façon d'épargner, la façon d'investir en bourse. Et donc, ça a complètement modifié nos façons de le faire. Sur un smartphone, on peut réaliser plein d'opérations qui, auparavant, auraient été intermédiées par un courtier, par une banque, par un fonds d'investissement et tant d'autres choses. Aujourd'hui, on a l'habitude de les faire sur son smartphone. Et ce qu'on fait pour les marchés financiers, ce qu'on fait pour un certain nombre d'opérations
d'investissement pour des produits, des valeurs mobilières, on a envie de le faire pour des valeurs immobilières. Et donc on a une digitalisation de l'épargne qui est extrêmement forte. Il y a vraiment la volonté et la construction d'avoir le produit immobilier comme un produit d'investissement avec une rentabilité, un risque, mais que tout ça soit géré par un opérateur. Et donc, il y a une numérisation très forte de cette partie-là et avec des perspectives qui s'ouvrent là aujourd'hui. On a beaucoup parlé dans les dernières années de tokenisation de l'immobilier, donc comment utiliser la blockchain pour découper un actif immobilier en plein de petits titres de propriété et qui seraient fongibles, qu'on pourrait s'échanger extrêmement rapidement. Et donc, ce qui paraissait quelque peu utopique, ou en tout cas quasiment de la science-fiction il y a quelques années, et aujourd'hui de l'ordre du réalisable. Il y a de plus en plus de sociétés qui manipulent ces tokens sur de l'immobilier. Donc sur la dimension investissement, sur la dimension épargne, sur la capacité à flécher du flux d'argent en direction de l'immobilier, on a une digitalisation extrêmement forte et qui, là, pour le coup, parfois disrupte certains métiers qui étaient des métiers d'intermédiation classiques. Et ça, c'est un sujet très important. Sur la dimension construction-promotion, c'est un secteur extrêmement intéressant où on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais qui est sans doute l'un des plus difficiles à faire changer. Ce n'est pas qu'il y a un conservatisme des acteurs en place, ce serait totalement méjuger leur action, c'est juste que les résultats et qu'il y avait besoin de faire ses preuves. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de solutions qui sont arrivées sur le marché et qui étaient des solutions qui nécessairement ne généraient pas des gains de productivité immédiats, évidents pour les acteurs en place. Et donc, il a fallu un peu de temps pour faire ses preuves. Et je pense qu'aujourd'hui, on tient le bon bout. On voit un certain nombre d'acteurs qui se transforment, qui sont capables de faire appel à des solutions numériques simples. Le but, c'est pas toujours la numérisation, la digitalisation, c'est pas toujours des choses révolutionnaires avec des algorithmes auto-apprenants extrêmement compliqués. On peut avoir des solutions relativement simples. Aujourd'hui, par exemple, pour le suivi des tâches sur un chantier ou sur un site de construction, on sait que ça peut se faire très très bien et on voit ces solutions se développer. Le troisième pilier, c'est le pilier de la gestion du bâtiment, gestion administrative et gestion technique du bâtiment. C'est ce que je pense où il y a pour moi le plus de gisements potentiels à l'avenir. Tout simplement parce qu'on peut nourrir via la donnée, la collecte de la donnée. Alors il faut savoir l'organiser, il faut savoir la capturer. Et ce sera largement détaillé dans les présentations à suivre. Mais une fois qu'on a capturé cette donnée, on peut nourrir des algorithmes avec et ils peuvent opérer une gestion du bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare de l'opérateur humain derrière. On a besoin de l'intelligence humaine pour être en capacité d'affiner un diagnostic, pour être en capacité d'affiner de la maintenance. Donc la prédiction, on ne peut pas faire que de la maintenance prédictive, mais en tout cas l'algorithme peut très largement aider à la prise de décision. Et donc là, on est aujourd'hui sur une brique, sur un sujet qui est celui de la gestion du bâtiment dans sa partie technique et dans sa partie administrative, qui va procurer d'immenses gains de productivité et pour aujourd'hui aussi des enjeux extrêmement importants pour nous, puisqu'on sait qu'on veut faire passer le stock et le parc de bâtiments avec des contraintes réglementaires du point de vue environnemental de plus en plus dures. C'est pour la première fois de l'histoire qu'on va déclasser une partie du parc sous prétexte qu'il n'est... c'est pas une question de salubrité des occupants. C'est pas en disant que les gens à l'intérieur vivent mal. C'est parce que le parc est considéré comme négatif pour la planète. Il produit des externalités qui ne sont pas considérées bonnes pour la planète, même si à l'intérieur, les gens peuvent vivre de manière très satisfaisante à l'intérieur de ce bâtiment. Mais on va déclasser ce parc progressivement, de plus en plus fort. Et donc, on a besoin de l'aide de la machine pour savoir comment optimiser, rénover, moderniser ces actifs. Le quatrième segment, c'est celui qui a vécu sans doute la transformation la plus forte sur les 4 années écoulées, c'est celui de la façon dont on vit à l'intérieur des bâtiments. Et la crise sanitaire, évidemment, a été un révélateur extrême de l'obsolescence, ou en tout cas du décalage qu'on pouvait avoir entre les modes de vie qu'on souhaitait et les bâtiments qui étaient à nos dispositions. Et donc aujourd'hui, ça a été une accélération très forte sur le secteur du bureau. Aujourd'hui, plus personne ne veut consommer du bureau comme on le consommait avant la crise. Le bureau, d'ailleurs, on ne parle même plus de le bureau en tant que tel, c'est l'espace de travail. L'espace de travail, c'est parfois un bureau pour se concentrer et pour travailler, mais c'est aussi des espaces d'échange, des espaces pour se retrouver, échanger, brainstormer, discuter avec ses collègues. Donc il y a une refonte très très forte du bureau. Dans l'habitat, il y a une refonte très forte de la façon dont on veut vivre. On ne veut pas plus vivre seul.
on veut vivre avec des gens ou des voisins qui peuvent nous ressembler, avec qui on souhaite aussi créer du lien, qui on ne veut pas seulement voir comme des nuisances. Et donc il y a eu une montée très forte du co-living. Et nous, cette brique, ce quatrième segment de l'occupation des bâtiments, c'est une thèse d'investissement qu'on a beaucoup portée. On a fait deux investissements en co-living, un en Europe et un en Asie. On a fait un investissement dans les lieux de réunion et les lieux de séminaire en disant que demain, il y aurait besoin de lieux de réunion dédiés où les collaborateurs vont vouloir sortir du siège social de l'entreprise pour se retrouver dans des espaces de réunion. Donc on a investi dans une société qui s'appelle Comet Meetings, qui opère à Paris, à Madrid et à Bruxelles. Donc on croit vraiment à cette thèse d'investissement et on a trouvé des modèles d'affaires qui permettent déjà d'être rentables et qui permettent de justifier l'investissement de fonds tel que le nôtre. Donc tout ça pour dire que sur les 3 ou les 4 dernières années écoulées, il y a eu une révolution très forte dans le secteur, que des graines ont été plantées, que beaucoup de professionnels du secteur commencent à voir qu'il y a des réels bénéfices et du réel retour sur investissement dans l'acquisition de ces outils-là. Et donc je pense que les prochaines années vont vraiment être quelque chose de déterminant. On va avoir une explosion des gains de productivité liés aux outils de la PropTech et avec des modèles de disruption qui restent limité encore, j'ai envie de dire, tout simplement parce que, comme je l'expliquais au départ, on est sur un secteur où il y a un goulot d'étranglement lié à l'offre, il y a plus de demandes que d'offres au global, et donc il y a moins la place pour des acteurs qui viendraient tout disrupter. Les acteurs dans l'univers de la PropTech ou de l'immobilier digital qui sont venus avec des affirmations très fortes de tout disrupter, et bien ces acteurs, ils ont plutôt perdu au fil des années de leur splendeur et ils ont plutôt revu leurs ambitions de manière plus modeste. On peut penser dans le secteur de la construction à une entreprise comme Catera, on peut penser dans le secteur du coworking à une entreprise comme WeWork évidemment, mais je pourrais en citer tant d'autres. Vous avez une entreprise américaine qui a fait les gros titres des journaux le mois dernier qui s'appelle Zillow, qui est un portail d'annonces qui s'est lancé dans ce qu'on appelle l'instant buying, donc acheter des biens pour les revendre très, très rapidement ensuite. Cette entreprise s'est lancée dans cette activité de manière très en communiquant beaucoup, puis a perdu beaucoup d'argent. Donc je pense qu'on n'est pas sur un secteur, encore une fois, de disruption, on est sur un secteur où la technologie vient complémenter, vient aider les business models. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas aussi aider les plus performants à devenir plus performants et faire que les moins performants sont aussi sortis du marché, ça c'est une évidence. Mais je pense qu'on est sur un secteur qui va beaucoup évoluer encore dans les prochaines années. J'avais un petit regret parce que, bonsoir à tous, en fait on n'était pas marqué en tant que PropTech dans la liste que Jaime a fait, puisque nous sommes une PropTech en devenir, et nous travaillons effectivement d'une manière importante dans cette donnée. Juste essayer de parler d'intelligence artificielle et l'application surtout de l'intelligence artificielle, c'est pour moi plutôt de vous apporter un service dans cet immobilier augmenté. Je crois que Robin et Jaime ont repris un peu les 4 pavés qui faisaient bien comprendre en fait l'action et l'analyse de la finance, de la construction, de la gestion et de l'occupation. Eh bien, je dirais que nous, dans l'immobilier augmenté, on s'intéresse plus particulièrement à ce pavé qui est le pavé de la gestion. Et sur ce pavé de la gestion, notre petite PropTech, juste pour apporter un complément de présentation en fait de ce que nous sommes une société qui démarre à peine, puisqu'elle a numérisé quelque chose comme... Nous avons moins de 4 années d'existence, et nous avons numérisé quelque chose comme 200 millions de mètres carrés. Ça peut paraître beaucoup, en fait, c'est pas grand-chose. Le pays, France, fait à peu près 4 milliards de mètres carrés, donc 200 millions, c'est une petite tranche. Donc il faut se dépêcher, il faut continuer. On a un peu plus de 100 collaborateurs et on est particulièrement positionné, bien sûr, comme une société d'édition, mais également une société d'édition qui a associé à des équipes de développeurs un atelier d'intelligence artificielle et qui va nous permettre justement de transformer ces états et cette compréhension de l'immobilier. Dans un monde où tout s'accélère, nos yeux ne suffisent plus à décoder les grandes quantités de données générées par les activités humaines.
La foncière numérique décode pour vous ces larges volumes de données et permet d'anticiper les fluctuations d'un marché à l'échelle d'un pays, d'une région, d'une ville, d'un quartier et même d'une rue. Cette intelligence numérique vous donne une connaissance totale du marché immobilier pour investir au bon moment, au bon endroit. Les données sont aujourd'hui le plus souvent disséminées sans transversalité par les nombreux acteurs de l'immobilier. Système d'information et référentiels multiples, la donnée reste difficile d'accès, sa mise à jour hasardeuse et son potentiel sous-exploité. En remettant la donnée au cœur de la gestion, la foncière numérique démultiplie le potentiel de vos actifs. Par la collecte des informations immobilières et leur structuration dans un référentiel unifié, sécurisé, partageable et habilité, la foncière crée un avatar numérique du bâtiment exploitable à l'infini. Les actifs sont modélisés dans un langage BIM normé et leurs données sont collectées, structurées, hébergées et mises à jour en temps réel. Cet écosystème digital regroupe l'ensemble des données liées à chaque composant de l'immeuble, depuis sa conception et son développement jusqu'à sa fin de vie ou réhabilitation. La mise à jour permanente de cet alias numérique permettra d'exploiter la donnée et de piloter la valeur de l'actif. La foncière numérique optimise l'exploitation en capitalisant sur des données fiables pour évaluer, maintenir, améliorer le rendement, réduire les dépenses énergétiques, réhabiliter l'actif immobilier et introduire des axes d'analyse prédictive. La foncière numérique, tous vos actifs immobiliers dans votre poche. Compris, notre objectif c'est de simplifier en fait cette action immobilière et de tout retrouver à un seul endroit, de tout avoir, de tout connaître, de tout comprendre et donc d'amplifier votre action de gestion et de management en fait de cet immobilier. Juste quelques éléments de langage pour pouvoir partager en fait la suite que je voulais vous présenter. En fait, quand on achète un bien, on le confie souvent à un asset manager. L'asset manager, lui, ce qu'il veut, c'est un mine d'invest pour un max de rendement. Puis en face, on trouve un locataire, et le locataire, lui, ce qu'il veut, bien évidemment, c'est un max de services pour un mine de loyer plus charge. Donc on crée une petite relation, on va dire légèrement conflictuelle, et de cette relation conflictuelle, on confie à un syndic ou un property manager et à un facility manager, en fait, on leur confie la lourde charge de gérer cet actif immobilier et ils se font légèrement écarteler par les deux acteurs que sont l'asset et l'occupancy manager. Donc, en fait, il faut juste comprendre que dans ces métiers qui naissent, qui s'organisent, qui se transforment, qui se numérisent, on va gérer un immeuble, mais on va gérer un patrimoine. Et donc, notre ambition et les travaux que nous avons réalisés, c'est ce que je montrais un peu en introduction sur les plusieurs centaines de millions de mètres carrés que nous avons numérisés. On a par exemple numérisé 1,2 million de logements sociaux, ce qui commence à être déjà une masse importante, on va dire, en termes de logements, et qui permet de comprendre et de connaître ce qui peut se passer dans un logement. J'ai fait à côté une petite pyramide, c'est juste pour partager en fait quelques idées simples. C'est essayer de comprendre en fait la valeur, où elle se situe. En fait, quand on est en haut de la pyramide, on n'a pas beaucoup de données, mais ce qui est intéressant, c'est que les données qui sont en haut de la pyramide ont beaucoup de valeur. Quand on est en bas, on est dans le facility management, on est dans les notions dont on a parlé tout à l'heure sur les objets connectés, sur la maintenance. Ces données sont nombreuses. Elles ont très très peu de valeur en fait, puisqu'elles sont éphémères, elles circulent, elles bougent, elles se modifient en permanence. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre un peu les mécanismes sur un actif et d'essayer de mesurer les actions que l'on va falloir faire demain pour préserver cet actif. Et mon Dieu, Robin en a fait une introduction sur demain, et il va falloir être performant pour pouvoir transformer, je ne sais pas si vous avez en tête le chiffre, un logement, ça consomme encore 180 kWh au mètre carré. Si on est climatisé, à mon avis, ça dépasse allègrement les 200 kWh. Donc, le ramener à 50 kWh, pour demain, ça va quand même être un petit parcours. Il va falloir travailler, réfléchir, pour pouvoir réduire d'une manière considérable la chose. Donc, juste comprendre que dans cette gestion, c'est-à-dire ce que l'on a fait jusque-là, c'est principalement ce qu'on va appeler de la performance financière. Et moi, j'ai souvent tendance à dire, pour faire de la performance financière, pardon pour les financiers qui sont dans la salle et qui m'écoutent, en fait, c'est relativement simple. On fait une règle de 3. On prend un investissement, on prend un loyer, on fait le loyer sur l'investissement, on calcule un rendement. OK, on va rajouter d'autres formules un peu plus complexes sur le cash flow, sur
des éléments de risque liés à cet actif. Mais en fait, avec une petite centaine de données, on arrive à se débrouiller pour pouvoir regarder son actif immobilier et se dire « je le gère convenablement ». Si on veut apporter de la performance opérationnelle, donc augmenter sa capacité en fait de gestion, là on commence à rajouter des milliers de données. Si on veut augmenter la performance environnementale, on va encore rajouter des milliers de données. Et aujourd'hui arrivent des indicateurs qui deviennent obligatoires, qu'on appelle les indicateurs ESG, tous ces indicateurs extra-financiers, environnement, social et gouvernance, ou des indicateurs ISR, qui est un label en fait qui a été promu par le gouvernement et qui permet donc de faire des investissements socio-responsables. Et si on veut attraper l'occupation, comme on l'a souligné tout à l'heure, on va encore rajouter des milliers d'informations. Juste un petit chiffre, un immeuble de 6600 mètres carrés, en fait, on prend à peu près 344 000 informations. Donc on s'aperçoit que ça peut plus se gérer tout à fait avec des tableaux Excel. Il faut mettre quelques autres outils pour pouvoir mieux gérer ces éléments. Alors, pourtant, dans l'immobilier, en fait, nous, on s'intéresse principalement à la gestion et on s'intéresse principalement à l'immobilier existant. C'est-à-dire ce qui nous passionne, c'est d'aller voir le stock. Le flux, bien sûr, ça nous intéresse, mais c'est facile, le flux. Il sort aujourd'hui, il est neuf, il est numérisé, on nous donne des documents entièrement numériques. Si en plus, il y a le BIM qui arrive, ce n'est pas complètement fait, tout n'arrive pas merveilleusement bien dans la bonne charte, et le bon langage que l'on voudrait, mais néanmoins, ça commence à s'améliorer, ça existe, mais par contre, pour le stock, il faut aller le chercher. Et il faut aller chercher parfois des documents qui sont dans la cave. Il faut ouvrir des cartons, donc les plans sont forcément à jour, vous imaginez. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans la cave, donc tout a été géré, tout a été valablement tenu à jour. Et on retrouve en fait ce plat de pâtes qui est à gauche, que vous voyez, où on a surtout des tableaux Excel. On a beaucoup de tableaux Excel, on a encore des tableaux Excel, et on a quelques systèmes d'information. Et en fait, l'objectif que l'on vise, c'est d'être en capacité de mettre l'immobilier d'une manière rationnelle. Et on a identifié 6 axes d'analyse. Un axe financier, c'est le premier que je citais tout à l'heure, mais un axe d'occupation ou d'usage, un axe d'exploitation ou de maintenance, un axe territorial ou un axe de marché ou un axe environnemental. Et donc, attraper ces 6 axes, c'est collecter beaucoup d'informations sur un actif immobilier pour pouvoir mieux le gérer et faire justement de la prévision stratégique. Et donc, pour faire ça, on a développé des solutions. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la foncière numérique. En fait, quand ce concept et ce projet est né, l'idée que l'on avait en tête, c'était de fabriquer de nouveaux territoires. Et donc, ce que vous avez dit, Frédéric en entrée, m'a énormément plu, c'est-à-dire sur la principauté de Monaco, effectivement, avoir l'opportunité de disposer même d'un cloud souverain, c'est tout à fait important, ce que vous avez rappelé, eh bien, de rentrer dans des infrastructures de territoires numériques, c'est un sujet majeur, en fait, pour cette transformation de l'immobilier, parce que l'objectif, c'est d'apporter cette donnée que l'on aura transformée numériquement et de la mettre à disposition. Le risque n'est pas si grand. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est pouvoir s'en servir et que tout le monde ne vienne pas numériser à chaque fois. C'est-à-dire quand on regarde un seul actif immobilier, aujourd'hui, vous avez une trentaine d'acteurs qui tournent autour de l'actif. Chaque acteur fait son petit référentiel, fait son relevé. C'est inutile. Ce qu'il faut, c'est en faire un. Et c'est exactement ce que nous avons proposé comme solution. C'est de transformer des documents. Donc pour ça, il fallait être en capacité de lire. C'est de transformer des données qui proviennent des systèmes, et c'est de transformer des plans et des maquettes et de les numériser, et de rentrer tout ça dans ce qu'on appelle un master data. Et en fait, pour aller très vite, je suis désolé, on a fait des petits transferts de machines et d'écriture et de police, donc les choses se chevauchent. Je vais essayer de vous traduire ce qui est écrit à l'écran. En fait, il faut juste noter que l'IA, en fait, nous a servi d'une manière très concrète. Quand on prend un actif aujourd'hui, un bâtiment, il faut savoir, c'est entre 3700 et 7000 documents. Donc il faut lire. Et ces 3700 à 7000 documents ne sont pas toujours lus d'ailleurs, et ils ne sont pas toujours bien rangés non plus. Et le jour où on veut transformer un actif, ou le jour où on veut vendre un actif, c'est à ce moment-là qu'on part en due, et donc on va chercher les documents, et tout ce qui manque, souvent ça fait de la valeur en moins, quand il manque des données. Donc on a développé des applications excessivement performantes pour apprendre à lire. Et donc apprendre à lire, ça veut dire prendre un document et le lire de façon, dans son texte, comme il est écrit,
un bail, tous les baux sont différents. Il y a beaucoup de créativité sur ce domaine. Et donc, on rentre dans un document et on le lit entièrement. On lit 3000 documents en 1 minute 20. On a fait une opération l'année dernière, en plein confinement, où on a lu à peu près 500 000 documents, 8 millions de pages. Et donc, tout ça, ça ne peut pas se faire à l'échelle humaine. Il faut des outils pour pouvoir performer et améliorer tout ça. Alors, on a appris aussi à écrire. On a appris à ranger. Donc, on range automatiquement. On écrit automatiquement. On a également réfléchi à l'anticipation. C'est-à-dire qu'on est capable puisqu'on a numérisé un bâtiment, on est capable de décrire par des formules, eh bien, son diagnostic de performance énergétique. On va être en capacité de le faire, de le benchmarker. Et l'élément le plus important que nous avons mis au point est une calculette qu'on a appelée Count, tout simplement. Et cette calculette a la capacité donc, de faire une projection de l'ensemble des dépenses sur les 35 années à venir. Alors bien sûr, on sait faire les 2-3 ans qui sont devant nous, mais on fait une projection en fait de toutes les dépenses de l'immobilier avec des modèles prédictifs. Et plus on rentre de bâtiments, plus on rentre de données, plus on rentre d'exemples, et plus on performe en fait la capacité de comptage, la capacité de calcul. Alors, on a besoin de satisfaire des opérations dans le green care et dans l'efficience, dans ce qu'on a montré. Pour ça, on a des technos en fait qui sont excessivement simples en mise en œuvre, puisque c'est des technos qui sont dans ce qu'on appelle des modes SaaS. J'expliquerai éventuellement si vous avez des questions sur ces sujets. C'est donc qui utilise un cloud, bien évidemment, et ces technos donc permettent de jeter en vrac comme cela de la donnée non structurée et va organiser intelligemment cette donnée pour qu'elle puisse circuler, qu'elle puisse être partagée, qu'elle puisse être sécurisée, qu'elle puisse être fiabilisée, qu'elle puisse être rendue cohérente. Et donc, grâce à l'IA, on va apporter tous ces éléments. Et grâce à ça, on va pouvoir développer des applications pour mieux gérer et mieux manager en fait son immobilier. Donc, vous avez un petit exemple des applications que nous faisons et que nous déployons en fait sur des millions de mètres carrés. Voilà. Juste pour finir. Parce que quand on regarde l'immobilier, on a parlé de PGI, on a parlé de logiciels de gestion immobilière, et on a parlé effectivement de management dans ce secteur. Et ce qui m'interpelle toujours, c'est quand on arrive dans ces secteurs, c'est-à-dire on trouve de la facturation, on trouve de la trésorerie, on trouve de la compta, et on trouve jamais un immeuble. En fait, on gère de l'immobilier, mais il n'y a pas d'immeuble. Il n'y a que l'architecte qui voit l'immeuble. L'architecte, lui, voit l'immeuble, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on est passé dans le mode gestion, on facture des loyers, mais on a perdu l'immeuble. Donc ça nous paraît à nous tout à fait essentiel de préserver cet actif. Et justement, le BIM, et Jaime l'a rappelé, est un élément tout à fait important dans l'action. Et notre métier à nous, le loyer, c'est assez facile parce que le bail le détermine. Mais il y a une zone qui est un petit peu grise, qui est la fiscalité. Elle l'appelle dans la fiscalité française, je ne sais pas comment ça se passe sur la principauté de Monaco. Il y a à peu près 144 taxes différentes sur l'immobilier. Donc il y a une créativité absolument géniale. Un chiffre comme ça, à 25 ans, 58% s'en vont dans la fiscalité, au niveau de l'immobilier. C'est intéressant comme chiffre. Donc ça veut dire que c'est une activité importante, en fait, sur la fiscalité. L'autre sujet, c'est les charges. Et les charges, c'est quelque chose, on a toujours un peu de mal à le déterminer, à le définir, à comprendre ce que l'on doit, ce que le locataire doit ou ce que le propriétaire doit. Et il y a pareillement sur les investissements, qui est tout le suivi, en fait, tous les investissements qu'on va faire. Notre métier, c'est d'essayer d'éclaircir, de rapprocher et de maîtriser ces 3 petites zones de coûts qui sont tout à fait importantes. Voilà, j'ai fini, en fait, rapidement ma présentation. Vous dire que de faire cela, ça amène des gains de productivité certains. Ça permet d'optimiser en fait, l'exploitation, donc on a des économies disponibles. Ça améliore la productivité. On a marqué 6% d'amélioration de la productivité. On vient de livrer un client qui a 40 personnes en asset management. Il fait 15% d'amélioration de productivité. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'embaucher 6 personnes de plus et il peut augmenter en fait, son périmètre d'intervention pour faire de l'asset management. Notre business model est très très simple. C'est d'être en capacité, en fait, par toutes ces actions que nous proposons sur les systèmes, c'est d'effacer le coût de la transformation numérique. Puisqu'en fait, systématiquement, quand on s'adresse à un grand acteur de l'immobilier, on lui dit on va numériser, on va vous transformer numériquement. L'histoire commence, c'est un investissement, puisqu'en fait, il n'a rien. Donc s'il a 1 million de mètres carrés, je vous donne des petits chiffres comme ça,
Il faut mettre à peu près entre 3 et 4 euros en investissement en setup, 1 million de mètres carrés, donc il faut sortir 3 à 4 millions d'euros, donc c'est une somme. Donc la décision prend toujours un peu de temps. Et pourtant, ces 3 à 4 millions, en fait, améliorent la valeur liquidative du bien. Et donc, il y a d'autres process, et c'est bien ça que l'on a pu mettre au point dans nos business models vis-à-vis de ces clients. Voilà ce que je voulais vous dire.